La vie éclatante et le destin tragique de Michel Onfray. Un esprit libre face à l'ombre de la maladie. Michel Onfray. Ce nom résonne depuis des décennies dans les esprits des amoureux de la pensée libre, des révoltés de la norme, des insatiables chercheurs de vérité. Philosophe du peuple, iconoclaste invétéré, bâtisseur infatigable de l'Université populaire de Caen, il a su donner un second souffle à la philosophie hors des amphithéâtres élitistes, la ramenant là où elle appartient. Au cœur de la rue, dans les cafés, sur les bancs publics, dans les âmes inquiètes de notre époque tourmentée. Et pourtant, derrière cette force tranquille, cette voix posée mais redoutablement percutante, se cachait une vérité bien plus cruelle que toute critique qu'il ait jamais affrontée. Celle de sa propre fin, annoncée dans le silence d'un cabinet médical, au détour d'un examen de routine devenu une sentence. C'est dans le plus grand secret que Michel Onfray apprit, il y a quelques mois, qu'il était atteint d'un cancer du nasopharynx, une forme rare, sournoise et agressive. La maladie s'était insinuée dans son corps comme une ombre discrète, silencieuse, insidieuse. Et lorsqu'elle se manifesta par des douleurs persistantes et une fatigue anormale, il était déjà trop tard pour parler d'alerte bénigne. Le diagnostic fut un coup de massue. L'homme qui avait écrit des traités entiers sur la mort, le nihilisme joyeux, la volonté de puissance et la sagesse hédoniste, se retrouvait soudain face à la plus brutale des confrontations, celle de sa propre extinction. Pendant de longues semaines, il garda le silence. Fidèle à lui-même, Michel Onfray refusa d'abord de médiatiser sa maladie. Il voulait comprendre, se battre, méditer, avant de s'exposer. Il se replia dans sa maison de Normandie, entouré des siens, loin de l'agitation médiatique qu'il avait pourtant si souvent fréquentée. C'est là, dans ce havre de paix, que la vérité le rattrapa. Le traitement proposé ne promettait pas la guérison, mais au mieux un sursis. Et ce sursis, il le décida immédiatement. Il le consacrerait à écrire une dernière œuvre. Une œuvre testament, une lettre d'adieu à la philosophie, à ses lecteurs, au monde. Son compagnon de vie, discret, tendre, bouleversé, confirma un matin de printemps les rumeurs qui enflèrent depuis des semaines. Dans une déclaration pleine de pudeur et de larmes, il déclara aux médias « Oui, Michel est un malade, oui, c'est grave, et oui, il souffre. Mais il continue d'écrire, il continue d'aimer, il continue d'espérer. » Ces mots brisèrent le silence d'un coup. Le choc fut immédiat. Le monde intellectuel, la presse, ses admirateurs, des millions s'interrogèrent. Comment un homme si vif d'esprit, si rebelle à toute forme de fatalité, allait-il affronter la plus implacable des logiques, celle de la chair qui s'effondre, de la voix qui se brise, de la pensée qui lutte contre la douleur? Mais Michel Onfray, fidèle à son image, ne choisit pas la résignation. Au contraire, il se lança dans l'écriture avec une frénésie nouvelle. Chaque mot pesait comme une pierre dans une cathédrale bâtie contre le temps. Son style, déjà puissant, devint incandescent. Ses phrases prenaient des allures de cris, de prières, de révolte. Il évoqua Platon, Nietzsche, Freud, Camus. Mais il parla aussi de ses promenades avec son compagnon, de ses souvenirs d'enfance dans un pensionnat froid et austère, de son père ouvrier agricole, de sa mère femme de ménage, de ses douleurs secrètes et de ses amours silencieuses. Son dernier essai, La voix qui s'éteint, fut publié dans un anonymat presque voulu. Mais très vite, les critiques reconnurent en cet ouvrage une sorte de requiem philosophique. Un chant d'adieu vibrant d'une lucidité bouleversante, une méditation sur la fin qui n'était ni plainte ni glorification du martyr, mais un acte d'amour pour la vie, même dans ce qu'elle a de plus cruel. On meurt comme on a vécu, disait-il. Moi, je mourrai debout, en tenant ma plume comme une épée. Les dernières semaines furent douloureuses. Le cancer avait atteint ses cordes vocales. Ironie cruelle pour un homme qui vivait par la parole. Il parlait de moins en moins. Il écrivait avec les yeux fatigués, la main tremblante, mais l'esprit clair comme jamais. Son compagnon racontait que certains soirs, allongé sur le canapé, les yeux vers le plafond, Michel murmurait encore des vers de Lucrèce ou des aphorismes de Cioran, avec cette voix rauque qui semblait jaillir du fond de l'âme.
Le 17 avril dernier, à l'aube, Michel Onfray s'est éteint. En paix, entouré de ses proches. La France perdit ce jour-là l'un de ses derniers grands penseurs insoumis. Il ne voulait ni médaille, ni minute de silence. Il voulait des mots, des vrais, des profonds, et des sourires. La mort n'est pas une fin, mais un point de suspension pour ceux qui restent, disait-il. Aujourd'hui, des milliers de personnes lui rendent hommage, non pas en silence, mais en lisant ses livres, en débattant, en pensant librement. Parce que Michel Onfray ne meurt pas vraiment. Il vit dans chaque esprit qu'il a éveillé, dans chaque jeune qui ouvre le ventre des philosophes. Dans chaque vieux militant qui s'agrippe à ses idées comme à une torche dans la nuit. Et son compagnon, désormais seul, continue de porter cette mémoire avec une pudeur infinie. Il n'est plus là physiquement, mais il me parle encore. Chaque livre, chaque phrase me rappelle sa présence. Et moi, je l'aime encore, au-delà du silence. Michel Onfray, philosophe du peuple, guerrier de la pensée, amoureux de la vie, et désormais légende intemporelle. Il y a des histoires qu'on ne voudrait jamais écrire, des vérités qu'on préférerait ne jamais connaître. Mais parfois, la réalité s'impose, brutale, implacable, déchirante. Pour Michel Onfray, figure iconique de la philosophie contemporaine, penseur libertaire et écrivain infatigable, l'annonce est tombée comme un couperet, un cancer du nasopharynx à un stade avancé, incurable, laissant entrevoir une fin plus proche qu'il ne l'aurait jamais imaginée. Tout commence par des signes discrets, presque imperceptibles. Une toux persistante, une fatigue étrange, une gêne en avalant. Puis la voix, autrefois forte, claire, résonante, commence à vaciller. Pour un homme qui a bâti sa vie sur les mots, sur la puissance de la parole, sur l'art de faire entendre la pensée dans sa plus grande complexité, perdre la voix, c'est comme voir son âme s'effacer. Mais Michel, comme toujours, a gardé le silence. Dignement. Il n'a rien dit, pas tout de suite. Il a d'abord voulu comprendre, digérer, affronter seul. Ce n'est que plus tard que la vérité a été partagée. En privé d'abord, avec son compagnon. Cet homme discret qui, depuis plus de 10 ans, partageait sa vie à l'abri des regards, dans la tendresse d'une relation authentique. Ce fut un choc, le genre de nouvelle qui fige le sang dans les veines. Son compagnon a pleuré longtemps. Il ne s'en cache pas. Il a confirmé à demi-mot les rumeurs qui circulaient, le cœur brisé, incapable de retenir ses larmes en évoquant la lente disparition de l'homme de sa vie. La maladie, insidieuse, ne fait pas seulement souffrir le corps. Elle ravive aussi les blessures anciennes. Michel Onfray, malgré son aura d'intellectuel solide, a toujours porté en lui une grande tristesse. Il l'a souvent évoquée, pudiquement, dans ses livres. Fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage, il a grandi dans une atmosphère rude, austère, marquée par l'absence d'amour et la dureté des mots. Il a connu très jeune l'abandon, le rejet, le silence comme réponse à ses peurs d'enfant. Toute sa pensée philosophique s'est construite autour de cette faille originelle. Aujourd'hui, alors qu'il se voit condamné par la médecine, il ressent ce vide avec une intensité renouvelée. Il le dit lui-même, « La maladie me renvoie à mon enfance, à cette impression de ne pas avoir été désiré. » Dans ses carnets, qu'il continue à noircir malgré la douleur, il écrit « Ce n'est pas la mort qui m'effraie, c'est l'idée de mourir sans avoir été vraiment consolé. » Les journées passant dans un silence étrange. À la campagne, loin du tumulte médiatique, il se réfugie dans une maison pleine de souvenirs. Les murs, témoins de ses heures d'écriture, semblent résonner de ses pensées passées. Mais aujourd'hui, même les livres semblent se taire. Il n'écrit plus avec la même fougue. Les idées viennent, oui, mais elles sont traversées d'une profonde mélancolie. Chaque mot est une lutte, chaque phrase, un adieu déguisé. Son compagnon veille sur lui avec une tendresse bouleversante. Il lui prépare des infusions, lui lit à voix haute les poèmes qu'ils aimaient autrefois. Mais Michel s'éloigne, lentement. Son regard, souvent perdu dans le vague, trahit une conscience aiguë de ce qui s'annonce. « Il n'a jamais eu peur de mourir, dit-il.
mais il redoute la souffrance. Et, plus encore, il redoute de quitter sans avoir assez dit « je t'aime », sans avoir assez demandé pardon, sans avoir pu offrir à l'enfant en lui la paix qu'il mérite. Certains amis proches sont venus lui rendre visite. Des intellectuels, des anciens élèves, des compagnons de route. Tous ont été frappés par la transformation de l'homme. Amaigri, affaibli, mais toujours digne, toujours lucide. Il plaisante parfois d'un humour noir. C'est un comble pour un philosophe de finir sans voix. Mais derrière ce sourire se cache une immense détresse. La presse commence à s'interroger. Les lecteurs envoient des lettres. Des inconnus lui écrivent des mots d'amour, de reconnaissance, de soutien. Mais Michel reste discret. Il ne veut pas faire de sa maladie un événement public. Il veut partir dans l'intimité, sans bruit, sans hommage, avec seulement la vérité nue de son destin. Et pourtant, il continue à réfléchir, à questionner le monde, même depuis son lit. Il parle de la mort comme d'un retour à l'origine. Il cite Épicure, Montaigne, Camus. Il médite sur la finitude, sur le sens de la vie. Et surtout, il remercie. Son dernier texte manuscrit, que son compagnon a lu à voix basse, les larmes aux yeux, est une lettre de gratitude. Pour l'amour reçu. Pour les livres écrits. Pour la chance d'avoir, un jour, connu la douceur d'une main sur la sienne. Il sait que ses jours sont comptés. Mais il ne crie pas, il ne se révolte pas, il se tait, il écoute. Le vent dans les arbres, le chant d'un oiseau, le silence du monde. Et dans ce silence, peut-être, une paix enfin possible. Michel Onfray, le feu sacré d'un philosophe libre. Il est des hommes dont la pensée ne suit aucun sentier battu, des esprits indomptables qui refusent de plier l'échine devant l'ordre établi. Michel Onfray est de cette trempe. Philosophe au sang-vie, écrivain frénétique, orateur magnétique, mais avant tout homme libre, Michel Onfray n'est pas seulement un penseur. Il est une secousse, une force tellurique, une insurrection permanente contre l'ignorance, les dogmes et la paresse intellectuelle. À travers ses mots, ses combats, ses livres, son engagement inlassable pour une philosophie vivante, il a dessiné un chemin lumineux dans le brouillard de notre époque. Né le 1er janvier 1959. Dans la petite ville d'Argentan, au cœur de la Normandie, rien ne semblait prédestiner le jeune Michel à devenir l'un des intellectuels les plus influents de notre temps. Fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage, il connaît dès son enfance la morsure de la précarité, le silence des classes populaires, la dureté d'un monde qui ne fait pas de place à la différence. Il est envoyé à l'âge de 10 ans dans un pensionnat religieux catholique. Ce sera l'une des premières blessures fondatrices de sa vie. Là, entre les murs froids, il découvre l'obscurantisme, l'autoritarisme et l'hypocrisie de certains représentants de l'Église. Mais il y découvre aussi, paradoxalement, les premiers éclats de lumière. La lecture, la pensée, la possibilité de s'élever par l'esprit au-delà de la douleur. Une échappée. Un philosophe contre tous les pouvoirs. Michel Onfray aurait pu, comme tant d'autres, se fondre dans le moule universitaire, gravir les échelons d'une carrière académique tranquille. Mais l'homme est d'un autre métal. Il refuse les titres, les privilèges, les salons dorés du savoir officiel. Dès le début, il choisit le combat. Il enseigne la philosophie dans un lycée technique pendant 20 ans, et c'est là, dans le silence d'une salle de classe, qu'il forge sa pensée. Une philosophie pour tous, enracinée dans le réel, accessible, vivante. En 2002, écœuré par le fonctionnement élitiste de l'éducation, il claque la porte de l'éducation nationale et crée une œuvre inédite. L'Université populaire de Caen. Ouverte à tous, gratuite, sans diplôme requis, cette université deviendra un symbole. Là, chaque soir, dans un amphithéâtre bondé, le peuple vient écouter la philosophie comme on va à une veillée sacrée. Onfray y parle d'Épicure, de Nietzsche, de Camus, d'athéisme, de plaisir, de politique. Sa voix, grave et posée, touche les cœurs et réveille les consciences. Une œuvre monumentale, un souffle intemporel. À ce jour, Michel Onfray a écrit plus d'une centaine de livres. C'est une œuvre vertigineuse, nourrie par une érudition titanesque et une volonté farouche de penser autrement. La sculpture de soi,
Le ventre des philosophes, Le crépuscule d'une idole, Traité d'athéologie, Cosmos, Décadence, Théorie de la dictature, autant de titres qui creusent, dérangent, éclairent. Mais s'il fallait ne retenir qu'un monument, ce serait sans doute sa Contre-histoire de la philosophie. Un projet titanesque de plusieurs milliers de pages, dans lequel il réhabilite les penseurs oubliés ou méprisés par l'histoire officielle de la philosophie. Il y défend Épicure contre Platon, Nietzsche contre Kant, les matérialistes contre les idéalistes. Il y redonne voix aux philosophes hérétiques, aux sensualistes, aux athées, aux femmes, aux marginaux, aux oubliés. Ce geste profondément politique est aussi une déclaration d'amour à une philosophie incarnée, subversive, enracinée dans la vie. Un hédonisme de combat. Loin d'un plaisir superficiel, l'hédonisme que défend Michel Onfray est une éthique profonde, celle de vivre intensément, pleinement, en accord avec son corps, ses sens, la nature. Il prône une existence joyeuse, charnelle, enracinée dans le présent. Il parle de vin, de cuisine, de sexualité, de beauté, non pas pour flatter les instincts, mais pour honorer la vie. Il reprend à son compte la sagesse des Grecs, des Romains, des libertins du XVIIIe siècle, et nous rappelle que la joie est un acte de résistance. Dans un monde obsédé par la performance, l'austérité, la compétition, Michel Onfray ose parler de lenteur, de contemplation, d'amitié, de silence, de corps. Il fait de la philosophie un art de vivre, au sens le plus noble du terme. Un homme debout face aux tempêtes. Tout au long de sa carrière, Michel Onfray a payé cher son indépendance. Il a été critiqué, caricaturé, parfois violemment attaqué. Mais jamais il n'a cédé. Face aux tempêtes médiatiques, aux procès d'intention, aux récupérations, il est resté debout. Fidèle à lui-même. Il refuse les étiquettes. Ni de gauche, ni de droite, ni réactionnaire, ni progressiste, il pense. Il pense contre. Il pense librement. Et c'est cela qui dérange. Cette souveraineté intellectuelle, cette fidélité à une éthique de la vérité. En 2020, il fonde le journal Fronde Populaire, avec Stéphane Simon. Un espace libre, où il rassemble des intellectuels de tous horizons pour penser l'avenir de la France, réfléchir aux défis de la souveraineté, de la culture, du peuple. Encore une fois, il brise les lignes, dérange les dogmes, propose un autre récit. Un homme, une mémoire, une flamme. Derrière l'intellectuel redouté se cache un homme profondément humain, marqué par le deuil, la solitude, les blessures intimes. Il a perdu ses parents, son frère, ses amis proches. Il a connu la souffrance physique. Un accident cérébral en 2007 aurait pu lui coûter la vie, mais il est en revenu, plus fort, plus brûlant encore. Il dit que chaque livre est une manière de conjurer l'absence, de transmettre la mémoire, d'honorer les morts. Écrire, pour lui, c'est vivre. Penser, c'est aimer. Son œuvre n'est pas seulement un legs intellectuel, c'est une flamme. Une invitation à se tenir debout dans un monde qui s'effondre. À aimer la vie, malgré tout. À refuser l'oubli, l'indifférence, la soumission. Michel Onfray, c'est l'exemple incandescent de ce que peut encore être un philosophe aujourd'hui. Un homme libre, passionné, enraciné, indocile. Un être de chair et de pensée, de rage et de beauté. Il nous tend la main non pour nous conduire à une vérité figée, mais pour marcher à nos côtés dans le vertige de l'existence. Et pour cela, il mérite non seulement notre respect, mais notre gratitude. Michel Onfray traverse aujourd'hui l'une des épreuves les plus dures de sa vie. Récemment, la terrible nouvelle est tombée. Il est atteint d'un cancer avancé du nasopharynx. Cette révélation bouleversante a été confirmée par son compagnon de vie, dans un message empreint d'une immense douleur. Submergé par l'émotion, ce dernier n'a pu retenir ses larmes lorsqu'il a partagé cette réalité avec leurs proches et leurs admirateurs. Il est difficile d'imaginer que cet homme, qui a consacré sa vie à éclairer les esprits, à encourager la réflexion libre et à lutter contre les dogmes, doive maintenant faire face à une telle souffrance physique et morale.
Son combat contre la maladie est une épreuve intime, mais elle nous concerne tous. Car derrière le philosophe engagé se cache un être humain vulnérable, sensible, aimant et aimé. Face à cette nouvelle bouleversante, il est plus que jamais temps de faire preuve d'humanité, d'ouvrir nos cœurs, de témoigner notre amour, notre soutien, notre compassion. Michel Onfray a souvent parlé de la mort, du destin, du sens de la vie. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui parler avec le langage du cœur. Un mot, une pensée, un geste de tendresse peuvent apporter une lumière dans l'obscurité qui l'entoure. Son compagnon, dans sa douleur, nous rappelle que la tristesse n'est pas honteuse, que les larmes ne sont pas faiblesse. Elles sont la preuve d'un amour profond, d'un lien vrai. Et c'est cet amour que nous devons, à notre tour, offrir à Michel. Aimons-le, soutenons-le. Partageons avec lui l'énergie de la vie et l'espérance. Que notre empathie soit son refuge, que notre solidarité soit son souffle. Michel Onfray mérite notre tendresse. Il a tant donné au monde. À nous maintenant de lui rendre, avec tout le respect, la chaleur humaine et la délicatesse qu'il a su nous offrir durant toutes ces années. Sportifs avec qui nous travaillons, l'équipe municipale aussi, puisque nous travaillons avec des ATSEM dans nos classes tous les jours. Et pour nous, c'était très important vraiment que ce projet il parte d'une concertation globale et qu'il soit co-construit tous ensemble, que ça parte pas uniquement de l'équipe enseignante. Nous sommes dans un quartier qui est un quartier très défavorisé, avec un bâti très dégradé. Et c'est vrai qu'une des premières choses qui est ressortie, c'était cette question du bâti. C'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Nous, en interne, avant de passer au niveau de la collectivité, puisqu'on n'est pas dans les mêmes temps non plus de travail. Nous, ça faisait plusieurs années qu'on souhaitait travailler justement sur le mobilier flexible et sur un aménagement différent des classes. Pour vous donner un ordre d'idée, donc nous on est dans une école qui a été construite pour 4 classes, dans laquelle nous en avons actuellement 9. Donc un endroit très réduit, avec un manque d'espace très clair. Et du coup, ce mobilier flexible, il nous permettait de pallier, en attendant des possibles réaménagements d'école, de pallier justement à ce manque d'espace en pouvant travailler différemment. C'est-à-dire en utilisant les espaces vides, les couloirs, les halls, en se disant d'avoir un mobilier qu'on puisse déplacer facilement. Voilà, c'était aussi une manière de travailler sur la pédagogie et sur justement ces changements de pratique qui sont quand même pour nous à la base de tout ça. C'est-à-dire une plus grande variété de pratiques pédagogiques, de travailler justement sur la coopération, sur l'autonomie des enfants, d'avoir un matériel, un mobilier qui est adapté à la taille et aux capacités physiques des enfants, ce qui n'était pas le cas pour l'instant. Le mobilier était plus une contrainte. Et là, à l'heure actuelle, on est sur un mobilier qui est facilitant, qui facilite le travail de l'enseignant, le travail des enfants, et qui apporte réellement un bien-être au sein de l'école, et qui permet à chaque enfant de trouver sa place. Je rebondis aussi sur ce que disait François Tadei. Nous, on est une école bilingue. C'est vrai que donc nous, les enfants, dès l'âge de 2 ans, ont quasiment 50% de leur temps de classe en anglais. C'était cette volonté aussi d'ouvrir l'école à